Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Africa Avenir qui reçoit Monsieur Souleymane Kaouka, beaucoup plus connu sur le nom des Soulé. Il est le directeur général de la société Magem Congo, mais également président de la Fondation du fleuve Congo, en sigle FFC. Il fut également conseiller du Premier ministre Samalou Kondé en matière des investissements et climat d'affaires. Avec lui, aujourd'hui, nous allons échanger sur l'impact de l'entrepreneuriat social sur le développement durable en République démocratique du Congo. Bienvenue à vous, Monsieur Souleymane, et merci de répondre à notre invitation. Merci bien. C'est un plaisir pour moi d'être là pour la première fois dans Afrique à venir. Je vous en prie, et ce ne sera Merci. pas la toute première, mais peut-être la toute première, mais pas la toute dernière. Exactement. Ouais. Alors, vous dirigez une entreprise basée à Kinshasa, notamment dans la construction, le génie civil, mais aussi le génie informatique. Dites-nous un peu, quel impact social avez-vous observé grâce à vos initiatives basées en République démocratique du Congo? Alors, en étant entrepreneur comme opérateur économique ou investisseur, c'est un cas général. En termes d'impact sociaux, il faut aller sur plusieurs termes, hein. C'est-à-dire en termes, par exemple, d'impact social, c'est d'abord on peut dire l'emploi direct comme indirect. Ça veut dire, effectivement, vous êtes dans la construction, vous avez un projet en construction, vous générez de l'emploi, que ce soit D'accord. direct comme indirect, ça veut dire avec la sous-traitance, comme avec vos propres employés. Et si par exemple c'est dans une province qui est autre que où il y a votre siège social par exemple, vous allez engager une main-d'œuvre locale. Vous allez prendre une main-d'œuvre locale sur place. Mhm. Donc ça engendre du côté social, ça engendre de l'emploi direct comme indirect. Sur le plan d'infrastructure, bien sûr, la construction, évidemment, Oui, des écoles, des centres de santé, euh, comme aussi des bâtisses administratives, ce qui n'est pas vraiment le cas pour nous parce qu'on n'a pas encore eu ce genre de projet. On en a eu un seul euh, jusque-là, mais ça arrive parce qu'on a déjà fait un bâtiment administratif et là, on a un projet avec une société pour la construction d'un centre de santé. pour réaliser tout ce projet, c'est vrai que vous êtes connu. Est-ce que le fait d'être connu, ça vous épargne de certaines difficultés? Oui. Oui, donc en parlant des difficultés, bon, c'est aussi connu de tous aujourd'hui, hein. L'accès au financement, beaucoup plus aussi pour surtout comme on dit, jeunes entrepreneurs, ceux qui viennent de débuter. Moi, ça fait 7 ans quand même que j'entreprends. Et l'accès au financement, qui est très, très sélectif chez nous. Mhm. Je parle du cas du Congo en tout cas. Sélectif. C'est-à-dire, oui, Pourquoi par rapport aux et critères, comment? par rapport aux critères de sélection, les garanties posent problème aujourd'hui et les taux d'intérêt sont très élevés, les taux d'intérêt de nos banques. Mhm. Donc, ça ne permet pas à tous les opérateurs économiques aujourd'hui, la plupart en tout cas, d'aller sur des très gros projets. Je parle des opérateurs économiques locaux, des entrepreneurs locaux. Pour aller sur des grands projets qui vont générer des millions aujourd'hui, le grand problème aujourd'hui, c'est l'accès au financement. Parce que on peut bien envier tous ceux qui viennent de l'étranger, qui font des gros projets sur place, mais il faut le dire, ils ont des accès faciles à des gros capitaux. Mhm. Quelque chose qu'on n'a pas, nous, ici, au Congo, il faut le dire. Je suis en contact avec plus de 50 entrepreneurs, c'est le même problème. Donc, le principal problème, c'est l'accès au financement. Les taux d'intérêt très élevés aussi. Et puis après, bon, vous aurez la lenteur de l'administration publique, Mhm. peut-être. La non-digitalisation aussi de toutes ces administrations publiques. On est encore sur du papier aujourd'hui, on écrit beaucoup. Quelle est votre stratégie d'entreprendre pour activer ou multiplier le revenu? Bon, c'est une question de cible, hein. Vous savez, aujourd'hui, les gens se perdent parce qu'ils ont plusieurs cibles à la fois. Quand vous êtes focus sur un secteur, dès le début, vous évoluez avec. Après, vous pouvez diversifier vos activités. Mais je crois que c'est d'abord la cible, savoir exactement quelles sont vos cibles ou vos objectifs Mhm. dans votre secteur d'activité. Et après, bon, on peut aller aussi sur le choix de la sous-traitance, sur le choix aussi des personnes. Et puis, je crois que c'est bon, hein. Pour le reste, c'est question de... S'il faut parler des autres, c'est question d'encouragement. Mhm. Mais comme conseil, que ce soit, en tout cas pour mon cas, c'est la cible, les cibles, et ensuite le choix.
des personnes avec qui travailler. Exactement. Vous venez de lancer votre fondation depuis, ça date de combien d'années Ah non, déjà? ça date, hein. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que ça On a existe. commencé en 2018. Ok. Ouais, Vous faites quoi dans votre fondation? ouais. Elle est née en 2017. On a commencé les activités en 2018. Nous sommes dans l'environnement, c'est-à-dire nous luttons contre tout ce qui est déforestation et nous sommes dans la protection des écosystèmes Mhm. et c'est-à-dire le reboisement, tout ce qui est crédit carbone et Mm. tout ce qui est Le aussi changement climatique aussi. Oui, effectivement, c'est ça, c'est l'environnement en général. Exactement. Donc, depuis 2018, au début, nous avons commencé, c'était la protection un peu des communautés riveraines, Mhm. parce que nous avons remarqué qu'en RDC aujourd'hui, les côtes de nos fleuves, rivières et tout sont un peu fréquentées par une certaine classe qui n'a pas beaucoup de moyens. Et vu que, à une époque aussi, je vivais dans ce genre d'environnement, euh, dans un quartier qui était au bord du fleuve. C'est là que j'ai eu l'idée. Et C'était quel quartier? à Kingabwa, à la cité du fleuve, qui était voisin à beaucoup de communautés riveraines. Alors chaque fois qu'on sortait sur le fleuve, on avait l'habitude de se fréquenter. C'est là que j'ai eu l'idée. Mhm. Et on a commencé avec eux. Et puis on est allé un peu plus loin aujourd'hui. On a des gros projets sur le reboisement qui sont en cours. Et on a effectivement des projets aussi par rapport au crédit carbone et autres. Nous avons assisté à la dernière COP, la COP 29 à Bakou, où on a encore, euh, en tout cas, agrandi notre champ d'action. Et comment vous faites pour intégrer le développement durable dans vos ONG? Ça dépend. Euh, Aujourd'hui, quand vous avez des projets à long terme, par exemple dans l'environnement aujourd'hui, euh, effectivement, vous entrez un peu dans cette politique de développement durable par Mhm. rapport au projet. Le petit projet qu'on a fait dernièrement de reboisement, euh, tout ce qu'on a planté comme arbre, c'était pas beaucoup, hein, c'était une centaine. Ça fait 1 année et demie, 2 ans même, je crois. Ça veut dire que c'est des arbres qui pousseront après Mhm. plusieurs années. Exactement. Et les effets, on les verra dans plusieurs autres années. Donc pour nous, après, ça dépend. Mhm. Ça dépend de ce que vous faites comme action. Mais dans l'assistance sociale, la même chose. Nous ne sommes pas trop dans ce qui est des dons et tout. Par exemple, la scolarité des enfants, euh, des, tous ceux qui vivent les longs des rivières aujourd'hui, les Mhm. pêcheurs et tout. Chaque année, nous avons une action que l'on fait dans ces communes-là qui permet à une centaine d'enfants euh, d'avoir des fournitures scolaires Mhm. pour étudier. Par exemple, l'année passée, on l'a fait, donc c'est des enfants qui vont étudier toute une année. On refera la même action en septembre. C'est Vous chaque avez fait septembre ça à la où rentrée scolaire. précisément? On est basé vraiment pour des actions avec les communautés riveraines, c'est à Kingabwa. À Mais Kingabwa, pourquoi c'est seulement Kingabo? parce que, parce que Kingabwa et Maluku sont les deux. Kingabwa, c'est un quartier de Limité, mais c'est Exactement. un très grand quartier et c'est le quartier qui longe aussi le fleuve un peu. Mhm. Et c'est le quartier qui est beaucoup plus victime des inondations et Exactement. des intempéries pendant la saison des pluies. Depuis. Et c'est le quartier où vous trouvez le plus des pêcheurs et le plus de communautés qui viennent, qui font du commerce Mhm. entre l'intérieur et Kinshasa par la voie fluviale. C'est pourquoi on a visé on a préféré ce secteur-là. Donc c'est là qu'on concentre la majorité des actions. Aussi Maluku, on l'a déjà fait, mais beaucoup Mhm. plus qu'Ingabwa. On vous avait postulé l'année dernière, mais malheureusement, ça n'a pas abouti pour vous. Quel est votre but ultime en politique pour les années à venir? Oui, c'est pas parce que j'ai postulé que pour moi je me suis lancé en politique, non. Je suis en politique depuis 2014. C'était l'année où j'avais intégré le PDC, le parti cher au sénateur José Ndundu. Euh, et 3 ans après, en 2017, je suis parti du PDC, mais j'ai gardé mes très bonnes relations avec lui. Et après,
Jusqu'en 2020, j'étais en freelance, comme on peut dire, mais tout en étant actif quand même dans la vie politique. J'ai même effectué certains voyages avec le président de la République, mais où j'étais là en tant qu'indépendant. Et ensuite, en 2021, j'ai intégré euh, l'ACO, du sénateur Dani Banza. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, on peut dire. Voilà, jusqu'aux élections, en tout cas, dont vous parlez. Mhm. Voilà. Et puis après, voilà, on est là, on est toujours, euh, on continue. Aujourd'hui, moi, la politique, je la vois pas un peu comme tout le monde aujourd'hui au Congo. Euh, on ne vient pas en politique parce qu'aujourd'hui, chez nous, bon, ça devient un peu un moyen le plus facile de gagner de l'argent. On ne vient pas en politique parce qu'aujourd'hui, chez nous, ça devient le moyen le plus court de se faire connaître. On ne vient pas en politique parce qu'aujourd'hui, vous avez simplement des idées ou vous êtes frustré par rapport à quelque chose. Non. Moi, mes objectifs aujourd'hui, en ayant un pied dans la politique, c'est d'obtenir le plus de réformes possible, surtout dans l'avenir. Mhm. Nous sommes un pays qui manque d'industrie. C'est-à-dire, si aujourd'hui on a une économie comme la nôtre qui doit évoluer et vraiment euh, se faire beaucoup plus d'embellie, on a besoin d'industrie, on a besoin d'infrastructures routières, on a besoin de routes et dessertes agricoles. On a besoin d'un gouvernement qui mettra des milliards de dollars dans l'entrepreneuriat. Mhm. On a besoin d'une politique aujourd'hui qui va favoriser l'éclatement du secteur privé et surtout qui favorisera la diversification des activités dans le secteur privé. On est trop focus dans les mines Mhm. aujourd'hui. Mais si vous allez dans les pays pétroliers, vous trouverez que c'est des pays qui, qui ont laissé le pétrole, qui continuent à exploiter le pétrole, mais qui l'ont laissé comme activité principale un peu en arrière. C'est-à-dire pour eux, c'est déjà bon. Ils sont passés, ils diversifient leur économie en ouvrant euh, beaucoup plus d'autres secteurs euh, dans le secteur privé comme dans le secteur public. Voilà, le tourisme. Mais en tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez pas mettre tout cela en marche. Il vous faut tout simplement faire partie de la politique. Non, un entrepreneur local, comme ça, on est dans le secteur privé, on n'est pas décideur. Exactement. Euh, Mais rien n'empêche de ramener des investisseurs aussi pour coopérer avec le gouvernement pour mettre plusieurs projets en marche. oui, mais bon, ça ne se passe pas comme ça. Et je crois que c'est pas ça la solution. On doit travailler d'abord en interne ici. Moi, j'ai été à une époque, entre 2017 et 2020, j'ai été lobbyiste aussi et porteur d'affaires. J'avais toujours une même réponse. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a un peu euh, poussé à commencer à vraiment rentrer pleinement dans la politique, parce que j'ai compris que la solution devait venir de là, voilà, de là. Vous parlez avec des grosses pointures de- du monde des affaires ou des grosses pointures de certaines multinationales Mhm. à l'étranger qui vous disent clairement que le Congo pour eux ne sont pas, le Congo pour eux n'est pas une destination euh, des affaires. Mhm. Il y a d'autres qui vous diront que le Congo pour eux, qui vous disaient, hein, qui me disaient que le Congo pour eux n'était pas une priorité et n'était pas un terrain sécurisé où ils pouvaient jouer en termes d'investissement, quoi. Alors, c'est par rapport à ça que j'ai commencé à faire mes recherches et j'ai compris que on devait d'abord travailler en interne, c'est-à-dire lutter contre la corruption, qui est vraiment des exigences de beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs et d'opérateurs économiques étrangers, des multinationales. Euh, Assurer un bon environnement sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, qu'est-ce qu'on donne comme image par rapport à la sécurité ici dans le pays? C'est ça. On doit améliorer, savoir exactement comment rassurer et
montrer aux gens que vous êtes sécurisés, vous en tant que personne, et vos biens sont sécurisés, et votre investissement est sécurisé. Mhm. Comment on gère les affaires foncières chez nous aujourd'hui? Les investisseurs, que ce soit étrangers parce qu'un investisseur n'est pas forcément un blanc. Un Togolais peut être investisseur, un Marocain peut être investisseur au Congo, un Sud-Africain, ils sont d'ailleurs ici. Tous ces gens-là qui viennent ont des critères. Mais Ou vous étiez d'autres. proche, hein, vous étiez Oui, conseiller je justement. termine et je vais venir, oui. Effectivement, mais c'est pour ça que je le suis devenu, effectivement. Et donc, il faut rassurer. En termes d'infrastructure aussi, la même chose. Parce que celui aujourd'hui qui veut investir dans les transports, qu'est-ce que vous lui donnez comme route qui relie Kinshasa à Goma, Kinshasa à Lubumbashi? S'il n'y a pas de route, il investit comment dans le transport? Le secteur aérien, la même chose. Comment vous voulez qu'on ouvre de grosses compagnies aériennes tant que le secteur n'est pas régulé? Voilà, donc pour moi, c'est ça. Il faut commencer par ça, le travail en interne. Et c'est pourquoi voilà, on est là. Et pour revenir à votre question aussi, je sais déjà ce que vous allez dire. J'entends souvent les gens me le dire. Vous étiez conseiller, conseiller. Le conseiller d'un Premier ministre, comme le conseiller d'un chef de l'État, euh, a des attributions par rapport à son secteur. Mon secteur, c'était le climat des affaires, effectivement, et les investissements. Surtout les investissements, parce que le climat des affaires, j'avais même une supérieure. C'est-à-dire, nous sommes limités à proposer, et même pas limiter le travail, c'est celui-là. Ça veut dire, on n'est pas limité, c'est pas une limite, le travail est de proposer, d'écrire à l'autorité, à sa hiérarchie. Mhm. Euh, et le Premier ministre aussi, à son tour, a des ministres qui doivent appliquer ce que vous recommandez ou ce que vous proposez au Premier ministre. Euh, En tant que conseiller d'un Premier ministre, je n'avais pas le droit d'interagir avec un ministre. C'est mon DIRCAP le DIRCAP du Premier ministre qui doit me l'autoriser. Et je ne dis pas que ce qu'on proposait n'était pas exécuté ou n'était pas voilà, mis Mhm. en application, mais je dis que normalement, les personnes qui devraient les appliquer ou les faire appliquer sont les ministres du gouvernement. C'est ça. Aujourd'hui, on n'est peut-être pas là pour parler politique, on est plus dans l'économie et tout, et l'entrepreneuriat, mais je crois que c'est ça la réponse Mhm. la plus simple et la plus claire possible. Vous êtes Donc, très proche. je n'ai pas été exécutant, je n'ai pas été signataire, je me suis limité à mon travail de Des conseiller. conseillers. Merci pour votre réponse. Merci. On vous voit très proche de la jeunesse, depuis même pas mal d'années déjà, vous êtes entrepreneur et surtout vous êtes tout le temps en communication avec la jeunesse. Mais qu'est-ce que vous mettez en place pour que la jeunesse là soit autonome? Ou quels sont déjà les projets que vous avez pilotés où aujourd'hui on peut voir ça de partout? Bon, je n'ai rien d'officiel par rapport à la jeunesse, c'est juste que je suis jeune. Mhm. Moi, je suis quinois. J'ai grandi ici, ma vie, elle est quinoise, ma vie, si on peut dire. Ça veut dire que pour moi, aujourd'hui, je me sens un peu naturellement impliqué dans tout ce qui concerne la jeunesse aujourd'hui. Et vous savez, l'avenir de ce pays dépend de, De la jeunesse. on peut dire, cette jeunesse qui constitue plus ou moins, je crois, 70% de la population active Mhm. de notre pays aujourd'hui, 60 ou 70%, je sais pas. Et il n'y a aucun secret euh, aujourd'hui que d'investir dans cette jeunesse-là qui est présente partout, que ce soit dans la politique, que ce soit dans euh, l'administration publique, que ce soit dans le secteur privé. Aujourd'hui, il n'y a que la jeunesse qui peut relever tous les défis Mhm. qu'on qu'on a aujourd'hui. Je n'ai aucun problème avec la vieillesse, il faut le dire, parce que c'est aujourd'hui, nous nous faisons entourer aussi de beaucoup des gens beaucoup plus âgés que nous, qui nous conseillent et dont d'ailleurs certains sont pour le rajeunissement de certaines classes, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le secteur privé. Donc pour moi, c'est ça, je me sens naturellement impliqué et je fais ce que je peux faire à mon niveau. Ça veut dire surtout me présenter en tant que motivateur, c'est déjà beaucoup.
et quelqu'un qui encourage les autres. J'ai vu que au début, je négligeais un peu, mais j'ai vu que quand même ça change certaines appréhensions et certaines façons de concevoir les choses de d'autres jeunes, quoi, aujourd'hui. Voilà, donc pour moi, c'est ça. On arrive presque à la fin de cette émission. Quel message vous pouvez donner à un jeune ou une maman ou un père qui vous a voté, mais malheureusement, vous vous êtes pas retrouvé élu député? Ouf! Bon, moi personnellement, je n'en ai pas trop souffert. Euh, je n'ai pas fait de recours. Bon, je vais revenir, ça fait maintenant une année et demie, hein. On a fait beaucoup de choses après. Je suis arrivé en tant que candidat en étant ce que je suis aujourd'hui. Rien n'a changé après et avant ça, rien n'avait changé. Mais c'était pour moi un plaisir, bien sûr, d'être parmi ceux-là qui allaient Mhm. plaider pour La la population? population et puis faire voter les lois et tout. Mais je crois que ceux qui sont là aujourd'hui font ce qu'ils peuvent. Je ne suis pas trop, mais je sais que il y en avait certains hein, que j'avais vus qui étaient quand même qui avaient un peu la même motivation que nous. Et voilà, c'est pas perdu, hein. J'ai vu des gens échouer 2 fois et gagner la fois dernière. Donc, c'est pas vraiment un problème. Et puis, pour moi, un député, ça reste quand même quelqu'un qui s'implique aussi et qui reste engagé dans la vie quotidienne de tout le monde. C'est ce qu'on fait un peu aujourd'hui. Sauf qu'il a un peu une identité Mhm. beaucoup plus officielle et voilà. Mais sinon, ça ne me dérange pas. Et à ceux-là, comme vous avez dit, jeunes, comme maman, comme papa, non, ben, je leur demanderai de continuer à nous faire confiance. Et puis bon, on se De reverra garder très espoir. bientôt. Oui, gardez espoir. Je ne dis pas que ceux qui sont là le font mal hein, ou travaillent pas bien, non. Mais seulement, on reviendra et après chaque 5 ans, on se fatiguera pas, il n'y a pas de problème. Et y a-t-il de place pour les gens qui veulent faire partie de votre fondation? Y a-t-il de motifs? Hein, comment ils doivent s'inscrire? Devenir membre. Oui, Exactement. on est à 2500 membres déjà enregistrés depuis. C'est très simple, on a un bureau que beaucoup de gens connaissent et on a des cartes de membres qu'on donne aux membres qui leur sert quand même de bénéficier de certains avantages quand il y a des actions ou Mhm. quand on veut faire une activité. Donc c'est très simple, on a un bureau sur l'avenue Ouagenia en face de l'hôtel Hilton et c'est là qu'on a l'habitude d'enregistrer Super. nos Et membres. quel conseil vous pouvez donner à un entrepreneur ou investisseur qui souhaite investir en République démocratique du Congo, mais qui a des doutes? Le grand problème ici, dans notre pays, c'est les gens ne, c'est un peu la connaissance de la procédure. Nous avons l'ANAPI, Mhm. qui est l'Agence nationale de la promotion des investissements du Congo, qui fait un bon travail jusque-là. Depuis qu'il y a eu le passage du DG Anthony Kinzo, qui a un Mhm. peu essayé de, 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 de faire beaucoup plus que ce qui était déjà fait dans cette agence. Je crois que c'est toujours mieux. J'ai toujours conseillé ça, même quand j'étais à la primature, je le disais aux gens. Vous arrivez, commencez par les voies officielles, ça veut dire l'ANAPI. C'est au sein de l'ANAPI que vous allez savoir exactement par rapport à votre secteur d'activité, à quoi vous devez vous attendre par rapport à ce qui est par exemple exonération, à ce qui est par exemple facilité par rapport à la douane et même aujourd'hui on a une zone économique de libre-échange à Maluku où il y a aussi certains avantages que vous pouvez bénéficier en tant qu'industriel, en tant qu'opérateur économique. Donc je crois il y a des choses qui changent quand même. Moi, je me rappelle quand j'étais encore à la primature, nous avons gagné plusieurs fois des points dans les agences de notation souveraine, Moody's and Standard and Poor's. Et euh, ça montre qu'il y a certaines améliorations. On doit beaucoup plus travailler sur la lutte contre la corruption et la sécurité des personnes et des biens. Mhm. Et surtout, travailler aussi sur la rationalisation de la fiscalité. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient aujourd'hui au Congo investir doit déjà savoir
il payera quoi comme taxe? Mhm. Euh, comment se passe, comment est fait le secteur de, disons, l'environnement par rapport à la fiscalité? C'est-à-dire aujourd'hui, je viens investir au Congo, je viens mettre mon argent, je ne viens pas pour graisser la pâte à certains, je ne viens pas pour avoir des surprises par rapport aux taxes et aux impôts. C'est sur ça que nous devons travailler en interne. Facilement et automatiquement, c'est naturel. Ça attire. euh, on voit des pays comme ça, le Maroc, où les investisseurs viennent chaque année, naturel. De même, parce qu'ils sont rassurés que c'est des pays où il y a un travail qui se fait en interne par rapport à la lutte contre la corruption, par rapport à la sécurité, par rapport aux infrastructures routières, par rapport à, voilà, à tout ça. Le secteur de l'éducation, la santé, il faut travailler sur tout. Mhm. Et naturellement, après, c'est les investisseurs. Moi, personnellement, aujourd'hui, je trouve, si je dois parler du Congo, bien sûr, je parlerai de tout ce qui change aujourd'hui. Et je dirais à ces gens-là de venir, de ne pas hésiter. Le Congo est un pays où il y a beaucoup d'opportunités d'investissement, un peu dans tous les secteurs, si vous voyez aujourd'hui. Le tourisme, nous avons 9 parcs nationaux, parcs animaliers. Si vous allez dans oui, l'hôtellerie, nos provinces manquent d'hôtels. Vous allez dans la construction, l'infrastructure. Vous avez le 40% de Kinshasa n'est pas loti, n'est pas construit. On peut envisager faire l'extension de la capitale. Donc, il y a tout ça. Dans le secteur de l'éducation, la même chose. Les universités, il faut relever la qualité de l'enseignement, il faut la santé, les centres de santé, les hôpitaux, il n'y en a pas tout. Donc, dans tous les secteurs, il y a quelque chose à faire. Mhm. Donc, pour Donc, ils ceux-là sont qui le rêvent, bienvenu. ils sont les bienvenus. Voilà. On arrive presque à la fin. Quel message vous souhaitez passer à la population de l'Est du pays qui vous suit aujourd'hui, peut-être? L'Est du pays, c'est un secteur où, disons, c'est un coin où je vais depuis, ça fait peut-être 15 ans aujourd'hui. La première fois que je suis arrivé à Goma, c'était en 2010. Et depuis, parce que je suis aussi administrateur dans la fondation Fali Poupa. C'est grâce à cette fondation que j'ai connu un peu l'Est du Congo, parce qu'en 2013, on faisait notre première action là-bas à Bukavu. Mhm. Et, non, c'était d'abord à Goma, et après on est allé à Bukavu, dans la même période, en 2013. Donc ça fait aujourd'hui, je peux dire, 12 ans qu'on avait fait notre première action là-bas. Et depuis, on n'a pas arrêté d'y retourner. Et moi, j'étais à Goma au mois de décembre, pour mois de décembre, oui, novembre, décembre, oui. C'était pour effectivement on lançait les travaux de la construction d'une école dans le camp de Nzulo, un camp qui a été dévasté après. C'était en janvier que le camp a été détruit. Et je crois l'école aussi a la même chose, je pense. Donc c'est un C'est secteur que je connais dommage. bien. Alors effectivement, ce qui se passe là-bas aujourd'hui, je ne vous dirai rien de ce que vous savez déjà. C'est c'est des atrocités pour lesquelles une personne humaine aujourd'hui ne serait pas d'accord. Bon, euh, je demanderai aux populations qui sont là-bas de tenir bon et nous espérons que tout va revenir dans l'ordre bientôt et nous allons recommencer à y aller sans problème en étant en sécurité comme on avait l'habitude d'y aller. Et voilà, en tout cas, pour toutes ces populations meurtries aujourd'hui, je sais ce que ça fait. Je suis allé dans des camps, je suis allé à Mugunga, j'ai vu comment les gens vivaient. Je suis allé à Pandi, je suis allé à Walikale à l'époque. Euh, je sais ce que c'est. Je connais très très bien euh, ce que vivent les gens là-bas et c'est c'est horrible. Je vous souhaite un bon vent. Lorsque Dieu fera grâce, vous serez élu député, vous allez venir en aide à cette population-là Ouais, qui ont tant souffert. c'est pas une priorité pour l'instant, même le jour où je vais repostuler. Pour moi, l'objectif, c'est de changer les choses. On peut être député, mais vous allez vous limiter à proposer des lois, peut-être qui passeront pas.
Mhm. Et vous ne changerez, si vous demandez combien de députés ont changé la vie des gens aujourd'hui au Congo, il n'y en a pas beaucoup. Je préférais être de la classe de ces gens euh, qui seront gravés dans l'histoire du Congo en disant que c'est ceux-là qui ont fait qu'aujourd'hui, il y ait plusieurs industries dans toutes les provinces du Congo Mhm. qui produisent du lait qu'on exporte, qui produisent du jus à base de pastèque qu'on exporte. Aujourd'hui, c'est bien de produire, mais est-ce qu'on exporte? Qu'est-ce qu'on exporte au Congo? On importe presque tout. Et on veut qu'on ait une économie, Mhm. une forte économie, c'est impossible. J'aimerais, moi, faire partie de cette classe de personnes. Et c'est pas seulement en étant député, peut-être même c'est le Mhm. dernier de mes soucis en tout cas, parce que bon, pour moi, personnellement, euh, c'est rare de voir un député qui revient et qui a une bonne. C'est rare. Aujourd'hui, on sait comment le vote se passe dans des députés, on sait. Et vous voyez, après, souvent, en sortant de là, après 5 ans, l'image n'est plus la même. Vous avez. Mhm. Je préférais être parmi ces décideurs-là aujourd'hui qui vont changer les choses et apporter des réformes qui vont faire développer ce pays, qui vont améliorer l'IDH, donc l'indice de développement humain du pays, qui va améliorer le produit intérieur brut du pays et qui, enfin, portera l'économie du Congo plus forte qu'avant. Voilà. Merci beaucoup à Merci. vous. Merci à vous surtout de répondre à notre invitation malgré votre agenda chargé. Merci beaucoup. Je vous remercie. En tout cas, bon vent à Africa à venir. Et c'est vraiment merveilleux ce que vous faites. Je vous en prie. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On s'est dit à très bientôt et restez connectés sur toutes nos plateformes de diffusion. Et si vous souhaitez télécharger cette émission, vous pouvez juste taper africavenir.com sur www.com. À très bientôt.